Module 3, la formation de la pensée. Alors, la formation de la pensée, troisième module, qu'est-ce qu'on veut faire pour ce module? Alors, nos sites d'apprentissage, on veut vraiment mieux comprendre le processus de pensée, ses composantes. On en parle depuis le début que le dialogue philosophique, c'est pour penser par et pour soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire penser par et pour soi-même? Alors, bien comprendre c'est quoi le processus de pensée, puis c'est quoi aussi les caractéristiques de bien penser. Alors, penser par et pour soi-même, on donne déjà certaines caractéristiques, mais comment ça se manifeste ou de quelle façon on peut le voir? Alors, l'importance de comprendre les caractéristiques du bien pensé. Ensuite, ça va nous permettre de voir comment on peut développer nos animations pour vraiment tenir compte de cette formation de la pensée-là qui est centrale dans le dialogue philosophique. Alors, c'est vraiment ça sur quoi on va travailler pendant la capsule. Alors, allons-y tout de suite. Alors, on a parlé beaucoup de la formation de la pensée depuis le début. On se réfère tout le temps à ça, mais on ne sait pas encore positionner sur qu'est-ce que ça veut dire penser, en quoi ça consiste. Alors, pour le faire, pour déterminer qu'est-ce que penser, on va passer entre autres par Lippmann qui a été le premier vraiment à le formaliser, puis le reste a beaucoup découlé de ce qu'il a dit. Alors pour Lippmann, influencé beaucoup par Dewey dans son livre Comment nous pensons, Lippmann nous dit que penser est un processus de mobilisation et d'orchestration d'habiletés afin de produire un jugement. Alors, ce processus de mobilisation et d'orchestration-là, qui arrive à un jugement, peut prendre différentes formes, peut avoir plusieurs sujets, plusieurs éléments. Par exemple, si moi je m'en vais dans la rue et que je croise Antoine, et Antoine, je le vois de l'autre côté de la rue, alors qu'est-ce qui va se passer? Dans ma tête, il va y avoir un processus qui va mobiliser certains éléments. Alors, je vais reconnaître Antoine, je vais l'associer, je vais voir que c'est lui, je vais avoir un réflexe de «Ah, je pourrais le saluer parce que je le connais pour être gentil avec lui, pour établir un premier contact, alors je vais lui envoyer la main.» Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai eu un processus de pensée où j'ai mobilisé plusieurs informations grâce à différentes aptitudes et attitudes que j'ai eues dans ma tête pour faire des liens, alors qui m'ont permis de faire des liens, et ensuite de lever la main pour envoyer, pour lui signifier que j'étais là et produire ce jugement. Alors, ça peut être ça, mais ça peut aussi être aussi simple, penser, ça peut être aussi simple que as-tu pensé à tes mitaines parce qu'il fait froid dehors? Alors, il y a une consigne qu'on peut donner aux enfants, ou on peut donner aux enfants avant qu'ils sortent dehors à la récréation. Alors, on est en train de penser, on fait penser les jeunes. Penser, ça peut aussi être penser aussi plus dans l'avenir, se préoccuper. Je suis en train de penser au mariage que je suis en train de planifier. Alors, on est en train de penser. Alors, différentes façons de penser. Alors, penser, c'est très, très général. Puis même que Dewey dit que probablement c'est impossible de ne pas penser. On est toujours en train de penser. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos têtes. C'est pas possible pour nous de ne pas penser. On a toujours le processus qui est en train de bouger, de mobiliser certains contenus, certaines habiletés pour arriver à un jugement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un processus de mobilisation d'orchestration? Allons voir. Alors, vous allez voir que pendant toute la capsule, ces trois petits logos-là vont revenir systématiquement pour nous aider à nous orienter. Alors, quand on a le petit logo avec les engrenages en bleu, on va toujours parler du processus de mobilisation et d'orchestration. Quand on voit les outils en vert, on parle toujours des habiletés de pensée. Et quand on parle du jugement, on va toujours être en jaune avec le marteau pour bien l'illustrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un processus de pensée? Alors, un processus de pensée, c'est quoi? Alors, un processus, il faut le voir comme une suite ou une série d'opérations. Alors, quand on est en train de penser, on est en train de faire une suite ou une série d'opérations. Alors, c'est pas une seule opération isolée, c'est souvent plusieurs opérations. Là, en quoi consistent ces opérations-là? C'est des opérations qui vont permettre de rassembler des idées, rassembler des valeurs, des contenus propositionnels, on va en parler un peu plus tard. Alors, rassembler différents éléments, mais aussi de les organiser. Organiser, alors mobiliser et orchestrer, organiser ces différents éléments-là. Alors, dans le processus, on n'est pas dans un processus qui est nécessairement linéaire ou un processus qui est très structuré. Au contraire, le processus dans lequel on est va appartenir beaucoup plus à l'art
qu'à une procédure formelle qu'on peut avoir. D'où l'idée, je pense, d'orchestration, là, ça fait référence beaucoup à la musique, d'où l'importance de cet aspect-là. Alors, quand on est en train de penser, on n'est pas en train d'établir une procédure, voici l'étape 1, 2, 3, 4, 5, mais on est en train de créer, de faire émerger quelque chose de particulier. Étant donné que c'est un peu comme de l'art, j'aime bien le comparer à faire de la cuisine. Alors, le processus de pensée, alors le processus de mobilisation et d'orchestration, c'est pas évident de voir en quoi ça consiste ces opérations-là, comment on fait pour rassembler puis organiser. Puis je trouve que l'analogie, la métaphore avec la cuisine, avec le fait de faire un gâteau est super intéressant. Pourquoi? Mais parce que quand on fait un gâteau, on va avoir une série d'opérations qui vont nous permettre de rassembler des éléments, rassembler des outils, rassembler de la farine, des œufs, du lait, rassembler toutes sortes de choses. Alors, première étape dans ces opérations, on a une idée de mettre en commun différents éléments. Pas juste mettre en commun, mais aussi d'organiser. Alors, on ne mettra pas le lait dans la cuillère, mais on va mettre le lait dans la tasse à mesurer. Alors, on va organiser, on va les rassembler de façon à ce que ce soit pertinent. Tout ça dans une série. Alors, on va faire plusieurs étapes, plusieurs opérations qui vont nous permettre d'arriver finalement à faire un gâteau. Ces étapes-là vont, entre autres, devoir avoir une certaine suite parce que parfois, ben, si on ne suit pas la suite puis qu'on met notre gâteau, par exemple, au four avant de partir le four, ben, c'est sûr que notre gâteau va avoir de la difficulté à lever ou il risque de brûler sur le dessus. Alors, il y a des choses qu'il faut quand même garder dans l'ordre pour être capable de bien réaliser notre recette, mais en même temps, ben, on pourrait très bien ressortir notre gâteau quand on s'en est rendu compte, puis repartir le feu, partir le four, et ensuite remettre le gâteau au four. Alors, c'est pas quelque chose qui est fixe, qui est déterminé, qui est final. On peut revenir et recommencer pour améliorer. Alors, le processus, c'est vraiment ça, l'idée d'une série d'opérations qui va permettre de rassembler des idées, des valeurs, des sentiments, des émotions, de les organiser entre elles à partir de différents outils pour ensuite réussir à produire quelque chose de nouveau, de créatif avec tout ça. Alors, ce processus de mobilisation et d'orchestration-là ne mobilise pas n'importe quoi, il va mobiliser des habiletés. Alors, habileté, en quoi consiste une habileté? Ben, on va le voir rapidement ici, mais j'en reparle un petit peu plus tard à la prochaine diapositive. Ben, une habileté, c'est un outil. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est quelque chose qui nous permet de réaliser les différentes tâches on s'est dit que c'était différentes tâches qu'on avait à faire dans le processus. Alors, si on revient là, à leurs différentes opérations, alors, ces outils-là vont nous permettre de faire les opérations qu'on va avoir. Ce qu'il faut comprendre des habiletés ici, c'est qu'on est dans une décomposition des opérations qu'on parlait plus tôt. Alors, si par exemple, dans la recette qu'on voulait faire dans le gâteau, on nous disait de préparer la pâte. Alors, préparer la pâte, c'est un acte qui est complexe, qui a plusieurs choses dedans. Alors, quand on décompose justement cette opération-là, ben on voit qu'il y a plusieurs petites particules, plusieurs petites étapes, plusieurs petites habiletés qu'on doit faire. Alors, pour préparer la pâte, ben, il faut commencer par sortir les instruments dont on a besoin, mesurer la farine, casser les œufs, mélanger les œufs avec la farine et la poudre à pâte et ainsi de suite. Alors, on a plusieurs étapes, petites étapes, qui vont permettre de réaliser l'opération qu'on s'est fixée. Ensuite, on va avoir plusieurs autres opérations qui vont nous permettre de continuer la recette, par exemple de préparer le glaçage, mettre au four, faire cuire et ainsi de suite. Alors, si on fait cuire, il faut partir le four, mettre au four, s'assurer qu'on soit à la bonne température, le garder pendant le bon temps. Alors, c'est plusieurs petites opérations, plusieurs petites tâches, particules qui sont là pour réaliser la plus grande opération. Alors, en ce sens-là, le processus, c'est une décomposition des opérations en éléments plus simples pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin et être capable de le réaliser. Alors, si on n'a pas nécessairement ces petites particules-là, si les opérations ne sont pas séparées en plus petits éléments, ben c'est un peu difficile puis il nous risque de manquer des étapes ou des choses à faire. En ce sens-là, les habiletés, quand on parle du processus de mobilisation, d'orchestration, ben en quoi consiste ce processus-là? Il consiste justement à
prendre les éléments, mais les décomposer en plus petits éléments pour être capable d'arriver à la réalisation. Alors, si on reprend un peu comme je vous disais avec l'exemple de la cuisine, alors on va avoir plusieurs éléments qu'on va utiliser. Alors, on a peut-être qu'il faut faire fondre le beurre en premier et le mesurer avec la bonne cuillère pour mesurer. On va avoir besoin d'une balance pour balancer, être capable de bien mesurer. Alors, ce sont tous ce sont tous des outils, des habiletés qu'on doit prendre pour être capable de réaliser ce qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut comprendre dans ce processus de mobilisation et d'orchestration-là des habiletés, mais c'est que même si on les décompose, il faut quand même garder en tête que ces petites particules-là sont en interaction et en interrelation. Alors, ce pas des choses qui sont séparées. Au contraire, c'est des choses qui s'influencent l'une l'autre. Alors, si on n'a pas mesuré, ben, ça a une influence directe sur le mélange qu'on va faire. Si on n'a pas pris la peine de bien enlever les écailles de nos œufs, ben, ça va avoir un impact direct sur la texture de notre gâteau. Alors, tout ça va avoir un impact parce que, justement, toutes ces habiletés-là sont interreliées et en interaction les unes avec les autres. Si on va plus loin pour dire en quoi consistent les habiletés de pensée. Alors, on a Johnson et Siegel qui ont réfléchi longtemps sur les habiletés de pensée, qui nous disent que les habiletés de pensée, c'est des outils. Alors, c'est des outils pour nous permettre de réaliser une tâche. Là, vous avez vu, j'ai mis une image de hockey. Alors, c'est une autre analogie qui est parlante, qui va nous aider pour comprendre c'est quoi les habiletés. Alors, parce que comprendre les habiletés dans la pensée, c'est pas quelque chose qui est concret, ça se passe dans la tête, on peut pas le voir, alors que en faisant l'analogie avec le hockey, ça va nous permettre de voir rapidement. Alors, habileté, ça peut être à la fois les outils qui vont nous permettre de réaliser la tâche. Par exemple, pour être capable de jouer au hockey, on va avoir besoin d'un bâton. Alors, le bâton est un des outils qu'on a besoin pour faire ça. Alors, dépendamment de la qualité du bâton, dépendamment de ça fait combien de temps tu l'as, et ainsi de suite, alors ça va avoir une influence sur ton jeu. Si c'est un bâton qui est du mauvais côté pour toi, ben, ça va avoir une influence. Alors, en ce sens-là, les habiletés, la première chose qu'il faut comprendre des habiletés, ben, c'est les outils qu'on a pour réaliser la tâche. Alors, outils qui vont influencer directement le processus de pensée. Si je reviens à notre exemple du gâteau, ben si j'ai à mesurer du lait, à mesurer de la poudre à pâte, et ainsi de suite pour faire mon gâteau, mais que j'ai pas les outils pour le faire et j'y vais à l'œil, ben ça sera pas la même chose. Le résultat sera pas le même que si j'avais eu les bons outils pour le faire. Alors, en ce sens-là, les outils, les habiletés de pensée sont des outils, ce sont vraiment des éléments qu'on peut utiliser pour réfléchir. Au-delà de ça, c'est pas juste des outils, c'est des savoir-faire. Alors, une habileté, c'est aussi un savoir-faire qui va nous permettre de réaliser la tâche ou l'opération qu'on a à faire. Alors, dans le cadre du hockey, on a plusieurs habiletés qu'il faut réussir à faire pour être capable de jouer au hockey et de faire partie de l'équipe et de réaliser les tâches qu'on a à faire. Par exemple, il faut être capable de patiner. Alors, on va patiner. Il faut être capable de contrôler la rondelle. Il faut être capable de freiner. Il faut faire des lancers. Il faut faire des passes. Il faut patiner par avant puis en reculant. Alors, c'est plusieurs habiletés qu'il faut avoir. Alors, plusieurs savoir-faire qu'on a besoin pour être capable de réaliser une tâche. Alors, si on veut avoir une séquence pour attaquer, ben, si on veut aller attaquer pour faire un but, ben, on a besoin de plusieurs habiletés. Il faut être capable de patiner, d'accélérer, de tourner, de faire des feintes avec notre bâton, de faire des passes, et ainsi de suite. Alors, avec ces habiletés-là, ces savoir-faire-là, on peut réaliser une tâche pour réussir à atteindre notre but. Alors, ces tâches-là sont aidées, entre autres, par les outils qu'on va avoir. Alors, c'est sûr que si j'ai perdu mon bâton pendant la partie, ben, ça va être plus difficile pour moi de faire la phase d'attaque. Je suis peut-être mieux d'aller sur le banc pour réussir que ce soit à concrétiser l'action ou la tâche qu'on a à faire. Alors, en ce sens-là, les habiletés, c'est à la fois des outils, alors comme le bâton, mais c'est aussi des savoir-faire comme patiner. Savoir-faire qui peuvent être de deux types, alors habiletés qui peuvent être très générales ou spécifiques. Par exemple, si on reprend toujours le hockey, alors patiner, c'est quelque chose qui va être très général dans une partie de hockey, parce qu'on va patiner pour aller attaquer, on va patiner pour dépasser un joueur, pour rattraper un joueur, pour marquer un joueur, pour aller changer. Alors patiner, ça va être quelque chose qui va être très général. Alors que on va avoir certaines habiletés qui vont être plus spécifiques. Par exemple, si je fais un lancer de punition, alors là, c'est quelque chose qui est très spécifique, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon
régulière dans une partie, mais qui sert juste à ça. Alors, on va pratiquer certaines habiletés, entre autres, pour faire des lancers de punition. Alors, ou faire des tirs de barrage. En ce sens-là, on a des habiletés qui vont être très générales, très génériques, qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs contextes, et d'autres habiletés qui vont être utilisées seulement dans certains contextes. C'est le même principe pour la pensée. Alors, pour la pensée, on va avoir des outils qui vont nous permettre de réaliser. Outils, par exemple, on peut avoir certaines démarches. Alors, des démarches qui vont nous aider. Alors, voici, on peut avoir un plan écrit à côté de nous. Ben, voici la première étape de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut réaliser, ainsi de suite. Alors, en ce sens-là, on se donne un outil pour nous aider à penser. Ou on peut avoir vraiment des savoir-faire. Alors, des savoir-faire qui vont être, bon, mais maintenant, je suis capable de donner un exemple, je suis capable d'identifier des causes, je vais être capable de voir les raisons, et ainsi de suite. Alors, plusieurs outils qui sont comme ça. Alors, souvent, quand on va parler de mobilisation et d'orchestration d'habiletés de pensée, c'est souvent de ces outils-là qu'on va parler, de ces savoir-faire-là, les exemples, et ainsi de suite, même si les autres sont présents, entre autres pour des savoirs procéduraux ou des savoirs méthodologiques qui peuvent être utilisés, qui sont souvent plus considérés comme des outils pour réaliser des tâches et non des savoir-faire. Alors, ce qui nous amène à voir quels sont les différents outils, quelles sont les différentes habiletés de penser, les différents savoir-faire qui sont accessibles pour penser. Parce que là, si on s'est dit que penser, c'est mobiliser et orchestrer des habiletés de pensée, mais quelles sont effectivement ces habiletés-là qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser et orchestrer? Alors, dans vos lectures obligatoires, j'ai mis plusieurs habiletés, une description qui sont tirées, des descriptions qui sont tirées de l'observation d'une communauté de recherche écrite par Mathieu Gagnon et Michel Sasseville. Alors, vous avez des descriptions qui sont plus longues, qui sont vraiment intéressantes pour vous aider à bien comprendre différentes habiletés de pensée. Alors ça, ce serait vraiment important de le lire pour mieux les comprendre. Et je vous ai aussi mis pour consulter, pour lire, que je vous recommande aussi fortement, les habiletés de pensée qui ont été présentées de façon opérationnelle. Alors, une courte définition, un exemple et des questions à la suite pour aider à voir comment on peut questionner, comment on peut faire émerger ces habiletés-là pendant qu'on anime. Alors, ce deuxième document-là est tiré du livre que Mathieu et moi avons écrit, La pratique du dialogue philosophique au secondaire. Alors, vous allez retrouver le tableau que vous voyez présentement, pas le tableau, le schéma que vous voyez présentement, et vous aurez aussi un tableau qui explique chacune des habiletés qui sont présentées dans ça. Je prends la peine de prendre un petit peu de temps pour expliquer tout de suite ces éléments-là pour qu'on les comprenne un peu mieux. Alors, je vous disais que penser, c'est une série d'opérations. Alors, pour Lippmann, et ici, Mathieu et moi, on est vraiment collés à ce que Lippmann propose. Pour Lippmann, ces opérations-là, ce qu'il appelle des actes de pensée, se regroupent en 3, voire 4 actes très large. Alors, ces actes très larges, on a rechercher, raisonner, organiser et traduire, qui sont 4 actes de pensée qu'on fait toujours. Alors, ce sont les actes principaux quand on est en train de penser. On recherche, on raisonne, on organise, on traduit. C'est ce qui nous permet d'arriver à produire des jugements. Alors, ces 3-4, nous ici on l'a regroupé plus en 3 qu'en 4 parce que traduire souvent est inclus dans l'organisation. Alors, c'est une façon d'organiser quand on traduit. Mais au-delà de ça, ça nous permet de comprendre. Alors, ce qui veut dire que quand on est en train de penser, on peut penser soit en recherchant, soit en raisonnant, soit en organisant. Ça, c'est différents éléments qu'on peut faire. Quand on recherche, ce qu'on va faire, par exemple, c'est justement ça. On va essayer de trouver des exemples, on va questionner, on va formuler des problèmes. Alors, on est en train de rechercher pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. On va aussi dégager des présupposés. Dans la recherche, on va aussi formuler des hypothèses pour qu'on puisse les vérifier. On va mettre en évidence certaines conséquences, certaines causes. On va aussi regarder les situations selon un angle éthique, selon un angle métaphysique, esthétique. On peut aussi voir l'envers d'une position, avoir d'autres considérations plus larges comme des considérations métaphysiques. Alors, on a vraiment plusieurs habiletés qu'on va faire. Alors ici, c'est tous des éléments qui sont plus précis. Alors, fournir des exemples, on est vraiment dans une habileté précise. Là. Quand on décompose l'acte de rechercher,
quand on donne des exemples, on vient de décomposer l'acte. Alors, c'est un peu ce qu'on disait plutôt avec les habiletés de pensée. Alors, on est vraiment dans ce processus-là d'automatiser, alors de rendre au plus petit élément l'opération de pensée. Alors, si on a pensée générale, qu'on peut séparer en rechercher, raisonner, organiser, et tout ça peut se rapetisser encore, se segmenter encore en en plus petites particules qui sont les habiletés de pensée, comme on vient de voir pour rechercher. Même principe pour organiser. Alors, organiser dans l'organisation, par exemple, on va définir, évaluer, donner des critères, comparer. On va établir un contexte, identifier des ambiguïtés s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On va faire des liens avec l'actualité. On va avoir un regard critique sur la société. On va catégoriser, classer, nuancer, faire des distinctions de degré de nature. On va aussi dans la traduction reformuler en d'autres mots, synthétiser, faire des résumés, structurer les différentes façons de penser pour être capable de voir ben, ça appartient à quoi, de quelle façon. Alors, dans l'organisation, ça va aussi nous permettre de bien sans bien organiser notre pensée, mais ce sont des habiletés qui vont nous permettre de penser et qui vont être organisées et mobilisées pour qu'on arrive à produire des jugements. Ensuite, raisonner, faire des déductions, des inductions, donner des raisons, on est vraiment dans le raisonnement, faire des inversions logiques, relever des contradictions, effectuer des raisonnements moyens fins, qui sont aussi présents dans le raisonnement. Et vous avez identifié des sophismes. Là, vous connaissez probablement déjà les sophismes parce que les sophismes en philosophie, c'est l'équivalent des entraves au dialogue que nous avons dans le programme d'éthique et culture religieuse. Alors, vous en connaissez sûrement quelques-unes que vous avez peut-être travaillé avec vos élèves, mais quand on parle de la double faute, de l'appel au stéréotype, de l'appel à la popularité, le faux dilemme, la pente fatale, la théorie du complot, la caricature, la fausse analogie, la généralisation abusive, l'argument d'autorité, l'appel aux préjugés, l'appel au clan, la fausse causalité ou l'attaque personnelle, ce sont tous des entraves au dialogue que nous appelons en philosophie des sophismes. Alors, je vous ai présenté certaines habiletés de pensée. Il faut comprendre que les habiletés de pensée, celles qui vous sont présentées là, il y en a quoi? Il y en a peut-être 80 peut-être habiletés de pensée ou attitudes que vous avez dans ça. Ces 80-là, ce n'est pas exhaustif pour l'ensemble de la pensée. Alors, il y a plein d'autres habiletés qui ne sont pas présentées là. Ça, c'est des habiletés qui sont communes, qui sont présentes, qui sont faciles à identifier, qu'on voit, et qui, quand on maîtrise ces habiletés-là, ben, on maîtrise déjà plusieurs éléments intéressants pour être capable de penser. Faut comprendre aussi que l'utilisation de ces habiletés-là n'est pas unique. Alors, quand on est dans un certain contexte, bon, on va utiliser une habileté de pensée, parfois on va utiliser l'autre. Parfois, on peut utiliser dans un autre contexte la même habileté de pensée, mais qui n'aura pas le même sens. Alors, les habiletés, c'est pas quelque chose qui est défini, clair, qui reste toujours la même chose. Même principe quand on est dans une partie de hockey, quand on a à lancer au but, alors qui est lancer au but, qui est une habileté d'être capable de lancer au but, ben cette habileté-là va se manifester de façon différente dépendamment de où est-ce que je suis placé sur la patinoire, du joueur qui est en avant de moi, des adversaires qui me font de la pression. Alors, cette habileté-là va s'exercer de façon différente. Alors, c'est le même principe pour les habiletés de pensée. Alors, elles vont être multiples et elles vont être utilisées de différentes façons selon les différents contextes. Mais il faut garder en tête que chacune des habiletés contribue à la mobilisation et à l'orchestration, en fait contribuent au processus par leur mobilisation et leur orchestration, et qu'elles sont en interrelation les unes avec les autres. Alors, si on donne un exemple, ben, c'est sûr que le contre-exemple va être en interrelation avec l'exemple. Si je donne une hypothèse, ben, peut-être que ça va nous amener à regarder les conséquences, à voir les causes. Alors, chacune de ces habiletés-là, ils sont en interrelation, en interaction les unes avec les autres. Alors, voilà, alors c'est ce qui permet de comprendre un peu plus les habiletés de pensée. Mais si je peux rajouter quelque chose sur ces habiletés-là, c'est que les trois actes que nous avons vus, l'acte de rechercher, l'acte de raisonner et l'acte d'organiser, vont quand même avoir des fonctions différentes pour le processus de pensée. Dans quel sens? Dans le sens que l'acte de rechercher, quand on va rechercher,
On veut effectuer une tâche particulière pour la pensée. Alors, on disait qu'on a des opérations où on va atteindre des tâches. Alors, l'opération de rechercher a quand même un objectif particulier qui est différent des deux autres. Quel est l'objectif de la recherche quand on est en train de penser? Mais quand on recherche, ce qu'on veut faire, c'est donner du sens à l'expérience. Alors, quand on mobilise des habiletés de recherche, ben, c'est qu'on est en train de chercher à donner du sens dans l'expérience. Alors, en donnant des causes, des conséquences, en voyant des considérations éthiques, logiques, on est en train de dire, ben, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui prévaut, qu'est-ce qui est important dans ça? Alors, on vient de donner du sens à l'expérience. Les habiletés de raisonnement, elles, leur utilité, alors qu'est-ce qu'ils apportent dans le processus? Ben, elles permettent d'assurer de la vérité ou de la validité au jugement. Alors, les entraves au dialogue, vous savez, c'est des erreurs de raisonnement qui font que le jugement ne sera pas vrai ou ne sera pas valide ou véridique. Alors, en ce sens-là, les habiletés de raisonnement, elles, ce qu'elles vont permettre, elles vont permettre d'assurer cette vérité ou cette validité-là au jugement qu'on va donner. Alors, l'utilisation va être importante à faire. Et le troisième, les habiletés d'organisation, ben, ce qu'ils vont faire, c'est de préserver cette vérité ou cette validité-là et ce sens-là qui va avoir été établi. Alors, quand on organise, alors quand on catégorise, quand on donne des critères, quand on trouve des éléments, ben, c'est pour préserver le sens, pour préserver la validité qu'on essaie de faire ou en donner une nouvelle, pas nécessairement juste la préserver ou en donner une nouvelle parfois quand on est en train de le faire. En ce sens-là, les habiletés de recherche, de raisonnement, d'organisation vont avoir un but différent dans l'opérationnalisation du processus. Même s'ils ont des buts différents, il faut comprendre qu'ils ne sont pas détachés les uns des autres. Alors quand on recherche, la plupart du temps, on va aussi raisonner en même temps, on va apporter des habiletés de raisonnement, on va apporter des habiletés d'organisation. Alors, ce pas des processus qui sont séparés, mais au contraire, c'est des processus qui sont ensemble. Mais les distinguer comme ça permet de comprendre qu'il y a une utilité ou il y a une fonction à chacune des habiletés de pensée.